Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce 5e webinaire 2022 de la plateforme L'innovation territoriale en action, dont le thème du jour est le rôle des expérimentations collectives. Alors pour introduire ce webinaire, un petit rappel de ce qu'est la plateforme Innovation territoriale en action en quelques mots. C'est d'abord un lieu repère pour tous ceux, acteurs de terrain, qui ont envie de comprendre et ou d'expérimenter des démarches apprenant de co-construction territoriale. Et c'est un lieu qui permet d'éclairer sur différents sujets et de façon différente. À la fois, on vous propose des parcours pour agir ensemble. Donc, c'est 7 parcours qui vous permettent de comprendre les territoires avec des ressources qui sont capitalisées et également des webinaires qui sont à votre disposition. Un autre besoin qui est éclairé, c'est également qu'est-ce que veut dire l'innovation territoriale et les thématiques qu'il y a autour de l'innovation territoriale en termes de méthodes, d'outils de formation, de webinaires également. Très important, et on va reparler tout à l'heure, vous avez accès grâce à cette plateforme aux dynamiques territoriales avec toutes les données qui sont issues de l'Observatoire de partenariat, et on verra tout à l'heure que nous allons vous proposer de nouvelles ressources pour connaître ces dynamiques régionales. Enfin, vous avez également le lien avec les réseaux des catalyseurs territoriaux et d'autres ressources comme la plateforme ODD 17 en pratique et les ressources institutionnelles. Donc, c'est une plateforme qui est au service des acteurs territoriaux et qui est aussi animée régulièrement par un cycle de webinaires. Alors, en 2022, le thème, c'était comment on accompagne les dynamiques collectives, puisque l'idée, c'était de se dire comment on se met en ordre de marche vers CAP 2030. Et donc, pour ça, en 2022, on va avoir 6 webinaires. Les 3 premiers, ils ont été dédiés à la charte du Faire Alliance qui a été portée par la Fondation des territoires, et on a vu comment elle pouvait se décliner opérationnellement sur les principes, les modalités et les moyens à mobiliser collectivement pour agir ensemble. Et puis, on a ouvert un deuxième cycle de webinaires depuis le mois de septembre, dont le thème, c'est faire ensemble projet de territoire au travers du dialogue territorial, c'était en septembre, au travers des expérimentations collectives, c'est aujourd'hui, et en décembre, ce sera sur la question des tiers-lieux. Donc aujourd'hui, le thème, c'est bien comment faire projet de territoire au travers d'expérimentations collectives. Alors pour ça, on va avoir 3 temps. Le premier, c'est le Rameau qui va nous introduire les conditions de la co-construction d'une expérimentation collective. Et ensuite, on aura 3 témoignages qui vont permettre d'illustrer justement cette diversité de démarches collectives avec la communauté de communes du Bar-Sécané, Social Cobiz et le programme REV 3 de la région Hauts-de-France. Et puis, on terminera, comme d'habitude, avec le programme d'animation et de diffusion de l'année. Donc, pour commencer, je laisse la parole à Charles Benoît-Etzig, président fondateur du Rameau, qui va nous expliquer quelles sont ces conditions pour co-construire. Bonjour à tous et merci au réseau pour cette invitation à venir témoigner de cette question. Alors, la première condition, c'est de pouvoir savoir déjà comment s'inscrit le commun de chacun pour co-construire. Et finalement, cette notion de projet de territoire qui de plus en plus s'inscrit dans notre démarche collective est importante, que ce soit au niveau mondial. Et vous savez qu'en 2015, les 193 pays signataires des Nations Unies ont voté les objectifs de développement durable avec l'agenda 2030. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est un projet de territoire au sens large, c'est-à-dire un projet au niveau de la planète pour savoir comment nous gérons les grands défis. Et puis, au niveau local, il en va de même. Et notamment, nous avons souligné l'importance des contrats de relance et transition écologique. Pourquoi? Parce que finalement, il fait se connecter 3 dynamiques entre elles. L'État et les collectivités territoriales, les collectivités territoriales entre elles qui définissent quel est le bon échelon pour avoir un projet de territoire commun, et puis bien évidemment les collectivités territoriales et la société civile, puisque pour mettre en œuvre ce contrat de relance et de transition écologique, il est absolument indispensable de mobiliser tout l'écosystème. Donc on voit que ce soit du niveau mondial ou du niveau local, aujourd'hui cette mission de quel est l'espace commun sur lequel on peut construire un projet est une dimension essentielle pour pouvoir justement agir ensemble. Alors, une fois qu'on a dit ça, nous avons vu la fois dernière qu'il fallait pouvoir engager pour co-construire un projet de territoire qui fasse sens pour tous. Il fallait commencer par un dialogue territorial, l'interconnaissance, et le webinaire du 8 septembre nous l'a évoqué.
Nous allons aujourd'hui évoquer celui de l'expérimentation collective. Comment on peut inventer ensemble ce qu'aucun des acteurs impliqués n'avait déjà mis en œuvre. Il ne s'agit pas de se mobiliser autour d'un projet déjà existant sur lequel on va donner des ressources complémentaires. Il s'agit à partir des besoins du territoire et des acteurs d'un territoire d'inventer une solution qui correspond finalement à l'envie de chacun de contribuer à la réponse à une fragilité collective. Et on peut donner un exemple très concret. C'est l'exemple de ce qui est devenu aujourd'hui l'association Silver Geek, qui est née à l'époque, en 2012, d'une démarche impulsée par le groupe La Poste pour agir ensemble en territoire et qui a mobilisé l'ensemble des acteurs qui ont déterminé qu'il y avait 3 priorités sur leur territoire: le vieillissement de la population, l'insertion des jeunes et le numérique. Et ils ont mixé tout ça et fait émerger un magnifique projet intergénérationnel porté aujourd'hui par Unicité pour être en capacité de déployer finalement cette innovation territoriale qui est née de cette expérimentation collective. Et puis, nous verrons dans un troisième temps que finalement, une fois que ces expérimentations, une fois que apprendre à construire ensemble des solutions se met en place, il est important de les pérenniser. En tous les cas, il est bien évident qu'un projet de territoire, ce n'est pas qu'une capacité de faire interconnaissance, mais c'est une capacité d'agir ensemble, d'inventer ensemble de nouvelles solutions où chacun a une brique complémentaire. Alors, quelles en sont les conditions ? Bien, il y a 2 premières conditions qui sont essentielles, c'est un cap et un cadre. Le cap commun pour donner envie d'agir ensemble. Et c'est là où le cadre des objectifs de développement durable, tout acteur, tout domaine, tout territoire, qu'on soit un grand ou un petit territoire, qu'on soit ici ou ailleurs, peut permettre d'avoir une grammaire commune pour finalement se fixer quelle contribution à nos enjeux et à nos défis communs. Et puis, le cadre, vous savez, pour ceux qui ont participé, notamment aux 3 premiers webinaires cette année sur la charte du Fer-Alliance qui a été élaborée par la Fondation des territoires en mobilisant territoires, associations, fondations pour co-construire cette charte, qu'il faut à la fois avoir des éléments de principe communs pour créer la confiance, de pouvoir avoir finalement une dynamique d'action en commun pour innover et puis des moyens, bien évidemment, pour être le plus performant possible. C'est bien ce triptyque de principe, action et moyens que vous retrouverez dans la charte du Fer-Alliance, qui est un des cadres mis à disposition. Il est absolument indispensable d'avoir à la fois échangé sur le cap et le cadre, parce que dépasser l'entre-soi pour faire de l'entre-tous nécessite de construire, de reconstruire des références communes. Et c'est bien ça qui permet à des acteurs de profils extrêmement variés d'être mobilisés sur un territoire, entre collectivités territoriales, associations, entreprises, services de l'État, acteurs académiques, établissements scolaires. Tous ces profils d'acteurs ont bien évidemment leur propre dynamique d'action, leur propre temporalité, leur propre fonctionnement. Et il est important de repositionner ça dans un cap et un cadre commun. C'est là tout le sens de ce projet de territoire. Mais ça ne se fait pas, j'allais dire, de façon totalement naturelle. Comme quand une maison, vous construisez une maison, il faut mettre du ciment entre les pierres pour qu'elle tienne. Eh bien, ce ciment, c'est le rôle stratégique que l'ingénierie territoriale joue aujourd'hui pour pouvoir justement mettre en œuvre cette co-construction. Et ce que l'on constate après 16 ans de travaux de recherche, c'est que pour que ça fonctionne, il faut articuler 3 ingénieries extrêmement complémentaires. Bien sûr, la première d'entre elles, primus inter pares, l'ingénierie publique, celle portée par les collectivités territoriales, les élus et les agents qui donnent un cap et qui donnent une infrastructure nécessaire au territoire. Il y a aussi les projets transverses, les initiatives qui vont pouvoir permettre de mobiliser l'ensemble des acteurs pour faire émerger une solution à un moment donné et pouvoir la construire ensemble. Et puis, il y a une troisième ingénierie, celle de la catalyse, qui va être la capacité à mettre ensemble, à aller assembler des acteurs qui n'ont traditionnellement pas l'habitude
de se côtoyer, de travailler ensemble, d'agir ensemble, que ce soit au niveau des personnes dans la mobilisation citoyenne ou que ce soit au niveau des organisations dans cette capacité à co-construire des solutions, à agir ensemble dans cette dynamique. Et on voit bien qu'il est absolument indispensable que ces trois natures d'ingénierie puissent s'articuler les unes avec les autres et selon bien sûr la taille des territoires, eh bien parfois elles seront séparées, parfois elles seront regroupées et nous aurons des exemples très probants en la matière dans un instant. Alors, pour parler très concrètement à travers des exemples, on peut citer bien évidemment l'investissement que le fonds ODD 17 fait depuis 3 ans dans cette ingénierie territoriale et dans les trois dynamiques quelque part de ces ingénieries, que ce soit l'ingénierie de gestion, l'ingénierie publique à travers la NPP ou la Fondation des territoires qui soutient justement cette dynamique-là, que ce soit à travers les projets transverses comme Rhône-Alpia, Paris-Est-Marne-et-Bois, dont on a eu le témoignage la fois dernière, que ce soit la catalyse à travers l'émergence de PTCE comme Ciel ou que ce soit de fondations territoriales comme la Fondation territoriale du 44. Et puis, on voudrait souligner aujourd'hui 2 acteurs en particulier, Ville au Carré, qui fait vraiment le lien entre l'ingénierie publique et cette capacité à mobiliser l'ensemble des acteurs en centre Val-de-Loire. Et puis, Bordeaux, Mécène Solidaire, qui a l'initiative de l'acteur public, a créé un outil de philanthropie territoriale pour pouvoir financer un certain nombre de programmes et mener et lancer une expérimentation commune sur les quartiers numériques. Pourquoi j'insiste sur ces 2 exemples plus particulièrement? Parce que ces 2 exemples font l'objet d'un retour d'expérience qui est publié aujourd'hui même pour pouvoir partager finalement avec vous ce qu'est cette ingénierie d'alliance, ce financement de l'ingénierie d'alliance pour permettre finalement à ces expérimentations de pouvoir agir. L'ensemble des exemples que vous avez là ont fait l'objet de retours d'expérience que vous pourrez trouver. Mais c'est très important de témoigner et de valoriser l'investissement dans cette ingénierie territoriale. On ne peut pas co-construire, on ne peut pas mener une expérimentation s'il n'y a pas le cadre structurel pour le faire. Et j'allais dire, les femmes et les hommes qui les portent au quotidien. Et c'est pour ça qu'il nous a semblé absolument essentiel de pouvoir outiller ces expérimentations collectives et j'ai le plaisir et l'honneur de lancer aujourd'hui très officiellement 2 nouveaux outils, un kit pratique connaissance des dynamiques régionales où vous trouverez des outils pour connaître, animer, agir ensemble en territoire et particulièrement vous trouverez dans chacun des kits la fiche repère dynamique régionale qui correspond à votre région et qui décrit la typologie, le profil de votre région, qui décrit les fragilités objectives, mais aussi vues par les concitoyens de votre région. Il est très important de pouvoir, au-delà des chiffres et des données objectives d'un territoire par rapport à l'autre, savoir comment les habitants ressentent la fragilité prioritaire de leur territoire. Et puis enfin, vous trouverez dans ces fiches repères sur chacune des 13 régions métropolitaines la façon, les dynamiques d'alliance qui sont déjà faites. Est-ce que est privilégié plutôt la pratique responsable, la coopération économique, l'innovation sociétale ou le mécénat? Eh bien, le mix entre ces différentes formes d'engagement n'est pas le même d'un territoire à l'autre. C'est pour ça que, bien sûr, le cadre est le même. Bien sûr, on peut avoir des objectifs communs à un niveau national, voire international. Mais si on ne prend pas compte la spécificité des territoires, si on ne comprend pas que le profil du territoire est différent, que les fragilités d'un territoire sont différentes et que la mobilisation des acteurs relève de leviers différents, eh bien, on ne comprend pas ce qu'est une véritable expérimentation collective qui dépasse l'entre-soi pour faire de l'entre-tous. Et je vous invite vraiment à découvrir ces fiches repères dynamiques régionales parce qu'elles vous montreront qu'il n'y a pas en France aujourd'hui aucun territoire, dans aucune région, avec aucun acteur qui ne soit mobilisé. C'est cette force-là qu'il faut rendre plus visible, plus lisible, parce que oui, le DD17 en pratique en France existe.
mais non, il n'est pas valorisé, non, il n'est pas conscientisé, et c'est tout l'enjeu de ces webinaires. Merci au réseau des pionniers des Alliances en territoire de nous avoir invités à témoigner de l'importance de valoriser le travail que tous les jours vous faites sur les territoires pour valoriser ce faire ensemble. Merci Charles Benoît, et je pense que ça va faire écho à nos différents intervenants qui vont prendre la parole dans quelques instants. Alors on a effectivement 3 témoignages qui vont venir illustrer ce que veut dire pour eux les expérimentations collectives, comment ils mettent en œuvre ces démarches collectives en territoire. On a rappelé ce schéma qui synthétise les 4 grandes modalités d'action que peuvent mettre en œuvre les catalyseurs. On a parlé du dialogue territorial, c'était en septembre. Les expérimentations collectives, les accompagnements et gérer un lieu. Pour ce qui est des expérimentations collectives, c'est bien de pouvoir mobiliser l'ensemble des forces vives du territoire, les forces vives locales, en partant de ces besoins et de ces enjeux qui doivent être partagés par l'ensemble des acteurs. Donc, c'est comment on va voir comment 3 acteurs mobilisent justement ces forces vives, et on va voir que cette façon de mobiliser sera différente d'un territoire à l'autre, parce que bien sûr, les enjeux et les besoins du territoire ne seront pas les mêmes, et que les acteurs et les écosystèmes présents ne seront pas non plus identiques. Alors pour ces trois exemples, on va avoir 3 cas très différents. Un qui vient du très local avec la communauté du Barcier-Canet et qui va être porté par un acteur public local. On va avoir le cas d'une expérimentation au niveau du département de Seine-Eure qui est porté plutôt par des acteurs de l'ESS, et ensuite au niveau de la région avec un grand programme Hauts-de-France. Alors pour commencer, je vais laisser la parole à Vincent Pujol qui est responsable développement au sein du Barcier-Canet, donc la communauté de communes de Champagne. Et Vincent, c'est à vous. Je vous laisse prendre la main sur votre présentation. C'est bon, merci Elodie pour la transmission. Donc effectivement, juste pour me présenter, donc j'accompagne ce territoire du Barcier-Canet qui se situe donc dans la région Grand Est et plus particulièrement dans le département de l'Aube à proximité de Troyes. Donc j'accompagne depuis 20 ans ce territoire. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est en fait le temps qu'il faut aussi à un moment donné pour essayer de jouer collectif. Donc, je l'ai fait sur différentes structures associatives portées par des élus, puis communautés de communes. Et aujourd'hui, j'accompagne aussi le Bourg-Centre sur des thématiques plus particulières, mais qui font le lien avec toute la démarche de co-construction d'un projet de territoire. Donc mon rôle, alors ce qui est important sur ces 20 premières années, c'est que je suis arrivé sur un territoire qui était totalement vierge en termes d'ingénierie, ingénierie inexistante, structuration de l'intercommunalité inexistante, et en 20 ans, en partant d'une démarche de pays, d'une démarche citoyenne avec des élus volontaires, on a commencé à co-construire un petit peu ensemble puis des projets de territoire avec des périmètres qui évoluent au fil du temps. Et donc voilà, on va poursuivre la réflexion. Donc, effectivement, j'aurais tendance à dire que l'on se nomme chargé de mission, directeur de pays, peu importe. Le rôle de catalyseur au quotidien, moi, je l'inscris avant tout comme un rôle de médiateur, de facilitateur du dialogue territorial. Et l'objectif pour moi, sur ces 20 premières années, c'est toujours faire du lien à la fois sur des demandes individuelles, des demandes plus collectives. Et en fait, tout l'enjeu, c'est à chaque fois d'inscrire ces problématiques dans une stratégie plus globale. Et l'objectif de ça, en fait, c'est donner du sens à l'action, c'est écrire un récit de pourquoi on le fait, dans quelle configuration ça s'inscrit, et automatiquement les configurations elles évoluent aussi en fonction des politiques publiques. Ça a été à une période les démarches de pays, puis on a entendu parler des contrats de ruralité. Aujourd'hui c'est alors chez nous en France on appelle ça les contrats territoriaux, les CTRTE, en Grand Est c'est le pacte territorial. Et en fait moi j'aurais tendance à dire que au-delà d'une compétence en tant que catalyseur, c'est pas tellement un savoir-faire, parce que le savoir-faire, on va le développer au fur et à mesure, mais c'est plutôt du savoir-être à l'écoute, savoir-être en capacité de décloisonner les pratiques des uns et des autres, savoir coopérer, savoir aussi s'affranchir des périmètres,
puisque aujourd'hui, effectivement, ma fonction, elle va être délimitée par rapport à l'entité qui m'emploie, mais on s'aperçoit que par rapport à certaines problématiques, on est obligé de coopérer, de faire alliance avec d'autres territoires pour pouvoir aussi mobiliser ou développer d'autres ingénieries pour trouver d'autres financements. Et c'est comme ça que la communauté de communes du Bar-Sécanet, à un moment donné, travaille maintenant depuis quelques années sur avec d'autres collectivités autour pour se positionner sur des programmes européens, etc. Donc voilà, moi, ce premier rôle au quotidien, je me définis plutôt comme un facilitateur. Alors bien sûr, ça nécessite aussi un gros travail de dialogue, mais d'explication, de réexplication, puisque des fois, ce qui paraît évident, même au bout de certains nombres d'années, quand il y a aussi le renouvellement des équipes municipales, communautaires, bien on s'aperçoit que l'ouvrage du dialogue, de la communication, on est obligé de le remettre toujours en avant. Alors, la thématique aujourd'hui, c'était quel lien on peut faire entre expérimentation et contractualisation. Donc, on va partir sur un exemple concret qui a été la mise en œuvre ces dernières années d'un laboratoire de fabrique numérique, le Fab Lab. Et en fait, ce qui est intéressant pour le Bar-Sécanet, c'est que effectivement, il y a 20 ans, quand je suis arrivé, l'objectif au niveau de l'ingénierie, c'était de se faire connaître et de se faire reconnaître. Donc, toutes les approches de dialogue, elles ont été menées en interne par le chargé de mission, puisque l'objectif, c'était pas le moment de faire appel à un bureau d'études extérieur, donc c'était tout ce travail-là. Mais au bout de 20 ans, on s'aperçoit qu'il faut aussi se réinventer dans le dialogue, dans les approches d'animation, et on se retrouvait en 2017 aussi dans une nouvelle conjoncture pour la région Grand Est, puisqu'on fusionnait. Et nous, notre territoire, comme vous pouvez le voir, on se retrouvait au sud-ouest de la région Grand Est, en frange. Donc, à un moment donné, il faut aussi montrer à la nouvelle institution qu'on existe, et quand la nouvelle institution propose des nouvelles formes d'expérimentation de dialogue social, on se positionne pour dire voilà, on est là, on existe, et on a envie de vous montrer aussi ce qu'on peut faire. Donc en 2016, la région Grand Est a mis en place son pacte pour la ruralité. L'objectif, c'était de soutenir le développement et le désenclavement des territoires ruraux. Et de fil en aiguille, en 2019, avec 5-6 territoires pilotes, elle décide de définir une nouvelle expérimentation, comment agir sur l'économie de proximité. L'enjeu, il était clair, c'est que souvent, on part d'un constat où on passe 80% de notre temps à faire des diagnostics et 20% pour être dans l'action. Là, l'objectif, c'était d'inverser la tendance. C'était, on vous fait part d'un diagnostic que vous allez partager avec le territoire, et avec la constitution d'une équipe projet que nous, on a voulu multipartenariale, multidisciplinaire, on va travailler directement en mode projet. Alors, concrètement, ça s'est traduit comment? L'équipe projet, c'était quelques élus avec des casquettes différentes. Donc, on pouvait avoir un élu commerçant, un élu agriculteur, un élu président des communes forestières, puis des techniciens directeurs d'office de tourisme, directeurs au titre de la jeunesse, directeurs de collectivités. Et en fait, c'est ce noyau dur élus et techniciens qui porte une démarche, qui porte un management de projet, et ensuite, on fait des allers-retours constamment avec une assemblée élargie d'acteurs du territoire. Alors nous, on avait pris le parti pris de ne pas l'ouvrir forcément aux élus, mais de l'ouvrir aux acteurs du monde économique, à la société civile, pour montrer que leur engagement pouvait peut-être avoir un impact plus important auprès de nos élus. Et en fait, cette constitution d'équipe va permettre de prendre connaissance d'un diagnostic qui est fondé sur de nouveaux modèles de développement. C'était ça aussi la nouveauté. C'était qu'aujourd'hui,
le niveau de développement d'un territoire, il va dépendre de plus en plus de sa capacité à capter de la richesse qu'à seulement en produire. On va prendre un exemple très simple. Nous sommes, nous, en pleine appellation Champagne. Donc, si on regarde la valeur du territoire par rapport au PIB, on vous dit, mais vous êtes dans l'économie du champagne, tout va bien pour vous, il n'y a pas de problème. Et en fait, quand on reçoit une série de données propres au territoire, on s'aperçoit que on a beau avoir des revenus médians supérieurs à la moyenne nationale, mais on a une certaine fragilité dans nos publics et du coup, il y a des choses aussi qui sont à faire. Et donc, à partir de ce diagnostic qui nous est plus ou moins proposé, on le présente, on le travaille, on le négocie avec le collectif. Donc, on s'est retrouvé pendant toute une année près de 40 personnes au quotidien qui viennent. Et toute la richesse en fait de la démarche, c'est que en s'appuyant sur des acteurs locaux et la connaissance et l'interconnaissance fait qu'on arrive à mobiliser des gens qu'on n'avait pas forcément mobilisés avant. On se retrouve avec des universitaires qui viennent travailler, avec des institutions avec qui on n'avait pas forcément l'habitude de travailler, parce que c'était justement cette nouvelle façon d'appréhender la réflexion, le co-développement, que les gens se disent on est dans une démarche qui est un peu différente et on va passer très rapidement à partager ce diagnostic, à définir des enjeux et à pouvoir travailler en mode projet, c'est-à-dire ce que nous on a appelé des fiches chantiers. C'est-à-dire que d'un enjeu, on dit qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble avec un passage de la théorie à la pratique très rapide. Donc, c'est pour ça que au niveau du diagramme, sur la partie 6, là, sur le cercle, on a une fiche chantier qu'on commence à travailler en mode conception-solution, puis mode solution-exécution. Et donc, autour de la table, on co-construit au fur et à mesure pour une action pour faire quoi, avec qui, et finalement, qui va être financeur, qui va être dans la gouvernance. Et on se retrouve avec la grande surprise à développer des projets dont on n'avait même pas conscience au départ. Alors, dans ce rôle de catalyseur et sur ces expérimentations-là, il y a une chose qui est très importante et j'aurais tendance à dire qu'il y a souvent une règle du jeu aussi à donner. On ne vient pas avec sa valise de projets et on essaye de faire rentrer les projets dans la démarche. C'était pas du tout ça pour nous l'enjeu. C'est on part d'une feuille vierge et on part sans a priori, mais on part surtout pas avec des projets qu'on va à tout prix caser parce que ça ne fonctionne pas. Enfin, c'est pas le but d'une expérimentation. L'expérimentation, c'est d'aller tester des choses dont on n'a même pas conscience au départ. Alors, si on prend, alors je ne vais pas forcément reprendre tout le graphisme, mais ça vous donne un petit peu une idée. C'est que sur cette période d'un an, le diagnostic a mis en avant 4-5 items et où on s'apercevait que le territoire était en mal de diversification, qu'il y avait un levier productif qui était important dans la dynamique, mais qui était soumis à certaines fragilités, que le système de consommation était défaillant. Donc, pour faire simple, on a des revenus supérieurs à la moyenne nationale. Entre guillemets, on a le moyen de se payer une Porsche, mais on n'a pas de vendeur de Porsche sur le territoire. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a la capacité à consommer, mais on ne consomme pas localement. Donc, ça veut dire qu'il y a des marges de manœuvre pour comment on peut faire pour que localement, on puisse faire bénéficier des revenus sur le territoire et que ça vienne en circuit court alimenter ce territoire. On s'aperçoit aussi sur ce diagnostic qu'on a une faiblesse du levier résidentiel parce qu'on a un déficit d'attractivité touristique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour se différencier dans la destination et dans l'offre touristique?
Et ensuite, on a des flux pendulaires qui sont favorables. Alors, on n'est pas loin de l'agglomération troyenne. Dans nos perceptions, on avait toujours tendance à penser que les gens quittaient le territoire pour aller travailler sur l'agglomération troyenne, et les différentes données chiffrées qui étaient données dans le diagnostic nous ont fait montrer un phénomène inverse où beaucoup des gens de l'agglo venaient travailler sur le territoire et les flux financiers du coup étaient plus importants. Il y avait plus de gens de l'agglo qui venaient que des gens du territoire qui allaient sur l'agglo. Mais comment on fait pour que ces revenus-là viennent aussi bénéficier au territoire? Et donc, on n'a pas été présomptueux, hein. L'objectif a été de se dire, sur cette année de travail, il faut 5 fiches chantiers et voir comment on peut les mener. Et est arrivé à un moment donné à définir un défi. On s'est dit, comment on va pouvoir positionner notre territoire qui est en pleine ruralité, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est une petite communauté de communes, c'est 53 communes et c'est à peine 19 000 habitants, et le bourg-centre majeur n'en fait que 3 000. Mais on s'est dit, notre petit périmètre ne doit pas nous, comment dire, on doit aussi pouvoir se positionner comme des grands territoires, et comment on peut faire pour qu'à un moment donné, le digital, le numérique puisse être un facteur de développement. Et là, on s'est dit, n'ayons pas peur, il faut qu'on arrive aussi à favoriser une culture de l'innovation. À un moment donné, il faut s'affranchir de toutes ces prérogatives et de dire qu'on peut être aussi en capacité d'oser, d'innover sur les territoires. Et en partant de ce postulat et en réunissant les expériences des uns et des autres, on s'est dit, pourquoi pas développer un tiers-lieu? Alors, initialement, on avait peut-être en tête de dire un coworking, mais après, on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a d'innovant? Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin que ça? Et puis est arrivée l'idée d'un laboratoire de fabrique numérique, un Fab Lab, notamment pour un public plutôt jeune, parce qu'on s'est dit que favoriser une culture de l'innovation, c'est pas simplement au niveau du monde de l'entreprise, mais ça peut aussi démarrer très jeune, avoir cette acculturation. Et voilà, nous voilà de fil en aiguille partis à développer le Fab Lab. Et avant de développer le Fab Lab, on a même fait des choses dont on n'avait pas l'habitude, c'est-à-dire qu'on a lancé une bouteille à la mer à un moment donné. On a dit, voilà, on se pose des questions sur ce type d'outils. On ne sait pas trop où on va, mais on sent qu'il y a quelque chose à faire. On lance une bouteille à la mer, une invitation. On pensait se retrouver autour de 5-6 autour de la table pour avancer. Et puis nous voilà, une quinzaine, une vingtaine, et les choses avancent de fil en aiguille. Du coup, de par cette expérimentation en général et de par la création du Fab Lab, qui a été une action parmi tant d'autres, eh bien, ça a été l'occasion pour nous de se dire que dans notre ruralité, on pouvait voir autrement les choses, on pouvait oser le changement et surtout préparer l'avenir. Et donc, cette expérimentation, ça a été l'occasion de retrouver une confiance dans le collectif, dans sa capacité à conduire le changement et à ouvrir surtout les champs du possible. Alors là, je sais, oui. Voilà. Et du coup, et ça, on le voit maintenant. Alors, l'expérimentation, elle date de 2019, mais c'était le bon moment aussi pour renouveler un petit peu ce travail collectif, cette mise en réseau. Mais aujourd'hui, on le sent d'autant plus, c'est que on sent un écosystème qui se renforce de jour en jour, qui montre notre capacité à mobiliser, à faire les choses. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, dans la dynamique aussi de nos élus, du territoire, c'est que l'expérimentation, elle est gravée dans notre volonté à chaque fois de l'afficher dans les différentes contractualisations. Donc, j'ai parlé maintenant des contractualisations qui sont en cours avec les pactes, les contrats territoriaux de relance et de relance, les CTRTE. Et en fait, ça fait partie, c'est inscrit, la notion d'expérimentation fait partie des axes de notre contrat. Et alors, ça ne veut pas forcément dire à chaque fois que ce sera accompagné par les partenaires signataires, mais en tout cas, nous, c'est une façon d'afficher le fait
que pour répondre à certaines de nos problématiques, on ne peut pas être simplement prendre en compte une recette de cuisine, mais c'est qu'à un moment donné, il faut apprendre à faire les choses autrement. Et comme je le disais tout à l'heure, des fois, les expérimentations ou les contractualisations, elles doivent se faire à différentes échelles. Donc là, il y avait à l'échelle de l'ancien pays via la communauté de communes. On termine une programmation européenne avec des territoires voisins qu'on va reconduire. Et à chaque fois, on s'appuie aussi de ce que font les uns ou les autres, et surtout quand ça marche, pour amener tout le monde dans une démarche du faire ensemble. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup, Vincent. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'explication que c'est une démarche apprenante, que ce soit avec des élus, avec des agents ou avec l'ensemble des acteurs locaux. Et finalement, c'est ça qui, in fine, suscite la confiance et la capacité à mobiliser collectivement dans la durée les acteurs territoriaux. Merci beaucoup, beaucoup. Alors, on va voir une autre illustration. Là, on va partir dans Seine-Eure avec plutôt les acteurs de l'ESS. Et je vais laisser Anaïs Bondino, qui est consultante chez Social Cobis, nous présenter le projet du territoire. Pardon. Bonjour. Donc déjà, je vais commencer par vous présenter la mission de Social Cobis pour vous expliquer un peu le contexte dans lequel s'inscrit cette action-là. Donc Social Cobis, on accompagne des projets qui visent à co-construire pour une société plus durable. C'est donc à la fois plus inclusive, plus solidaire et plus écologique. On travaille beaucoup sur la notion de co-construction, c'est-à-dire de pouvoir mettre en dialogue des acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes cultures ou les mêmes habitudes de travail. On travaille dans ce sens-là avec à la fois des acteurs économiques classiques, des entreprises, des acteurs de l'ESS, des acteurs de l'insertion aussi, également des acteurs académiques et des collectivités des territoires. Voilà pour le petit contexte. Élodie, je veux bien que tu passes à la slide suivante. Merci. Donc dans ce cadre-là, on travaille actuellement de manière assez renforcée avec la région Normandie et les acteurs du territoire. Donc région Normandie qui a impulsé une démarche innovante qu'on a appelée Territoire de solutions sur le territoire de Seine-Eure, qui était portée par France Active Normandie et sur lequel on est venu en appui avec l'adresse pour impulser une démarche avec nos expertises conjointes de mobilisation qui permettent de décloisonner les univers des acteurs institutionnels, économiques et des citoyens aussi, pour construire collectivement des solutions entrepreneuriales qui viennent en réponse à des enjeux sociaux, économiques, environnementaux sur le territoire. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir avoir une approche à 360 degrés qui permette de consulter toutes les parties prenantes, y compris les citoyens sur le territoire, et de pouvoir aller plus vite, de faire en 2 ans ce qui aurait pris 10 ans en s'appuyant sur la base des expertises mutualisées et de l'intelligence collective. Merci. Donc, dans ce cadre-là, on a identifié des thématiques qui sont des thématiques assez génériques, mais qui permettent aussi d'orienter sur des enjeux forts du territoire, à la fois la mobilité, l'attractivité et le tourisme, l'habitat, le lien social, l'emploi et la formation, l'alimentation et l'agriculture. Cette démarche s'inscrit aussi dans une réalité territoriale et provient d'un diagnostic réalisé par la région sur les enjeux du territoire, notamment en termes d'attractivité, puisqu'on est sur un territoire qui a une population qui est plutôt vieillissante et qui cherche aussi à développer son attractivité, à pouvoir se moderniser, développer de nouveaux projets, de nouvelles vies économiques, de nouvelles formes de mobilité, et à répondre à des enjeux aussi présents avec des personnes âgées qui sont présentes sur le territoire, sur le lien social, sur l'habitat, qui puissent répondre à la fois à cet enjeu d'attractivité et de nouveaux publics, et aussi à la réalité des habitants du territoire. Je veux bien que tu... Merci. Donc, je voulais revenir rapidement sur les valeurs et les principes de l'action. On est sur une action qui est très ambitieuse par le nombre de partenaires qu'elle mobilise, mais aussi par leur diversité. Donc, il y avait vraiment une attention qui a été portée tout au long de la démarche à repartir de valeurs et de principes d'action qui soient communs pour poser des bases de partenariat saines, je dirais, où tout le monde est d'accord aussi, et pour mettre l'intérêt collectif, mettre son intérêt propre au service de l'intérêt collectif en quelque sorte, puisque l'idée, c'est pas de nier le fait qu'il existe des intérêts propres, c'est vraiment de trouver comment est-ce qu'on vise un même objectif qui puisse permettre de répondre de manière encore plus utile et encore plus efficace, encore plus porteuse de sens à nos intérêts individuels.
Donc, sur cette base-là, on est vraiment parti sur des principes d'ouverture, d'enthousiasme, d'avoir de l'ambition aussi, d'avoir des projets qui soient assez porteurs de sens, mais aussi de développement économique, de développement social. D'avoir une transparence, de ne pas être dans une logique de compétition, mais vraiment de coopération, et de passer par l'action, donc de vraiment pouvoir faire de l'idéation autour d'un projet en réponse à un défi, et de pouvoir le mettre en œuvre le plus rapidement possible en se basant sur les différentes expertises mobilisées. Donc, sur cette démarche, on a fonctionné en 3 grandes étapes. Donc, on a identifié les 6 thématiques dont je vous parlais, donc la mobilité, l'habitat, le social, et on les a structurées en forme de défis. Pour ce faire, on a réalisé des ateliers, 2 phases d'ateliers. Une première sur des ateliers diagnostiques avec des acteurs du territoire, donc des acteurs de la métropole, des acteurs des conseils départementaux, des collectivités, des acteurs économiques du territoire, des acteurs associatifs aussi, et des structures de l'ESS, également des citoyens. C'était vraiment des ateliers ouverts. On avait une quinzaine de participants environ sur chacun des ateliers diagnostiques, avec une variété de profils qui puissent permettre de se baser vraiment sur l'intelligence collective et un panorama à 360 degrés de la réalité du territoire et de comment est-ce qu'elle a été vécue par chaque typologie d'acteurs, pour établir cette première phase de diagnostic, qui nous a permis d'aller sur une deuxième phase d'atelier, qui était plutôt des ateliers solutions, pour identifier à partir des enjeux et des problématiques qui existent sur le territoire, comment est-ce qu'on modélise des premières pistes de réponse pour imaginer des solutions pour demain. Donc ça nous a permis d'aboutir à 15 défis, répartis dans les 6 thématiques, qu'on a pu creuser à la fin de ces quelques mois sur une grande soirée de créativité, où on a invité de manière très large, encore une fois, c'est tout l'ADN de la démarche, 200 participants autour de tout horizon pour répondre à ces questions-là. Effectivement, je veux bien que tu passes à celle d'après, Elodie. Merci. Donc, sur cette phase-là, on a invité, donc je vous ai remis une liste plus ou moins exhaustive des types d'acteurs qui ont été mobilisés. La cible, c'était vraiment tout habitant, tout usager du territoire qui souhaite passer à l'action. Donc, à la fois dans la sphère citoyenne, des habitants, des personnes jeunes, des personnes retraitées, des parents, des célibataires, des demandeurs d'emploi, vraiment d'essayer d'avoir une population qui soit représentative du territoire. De la sphère entreprise, donc des chefs d'entreprise de plusieurs tailles différentes, des salariés, des animateurs de réseau. C'est aussi la force de pouvoir s'appuyer sur à la fois France Active, l'adresse et Social Cobiz, de pouvoir avoir des réseaux qui soient différents et de pouvoir mobiliser des structures ou des types de réseaux qui soient très variés. Et dernier point, la sphère institutionnelle et sociale, donc les techniciens des collectivités, les élus aussi, qui vont pouvoir impulser certaines dynamiques, et les salariés d'institutions publiques, parapubliques, associations professionnelles. Et cette deuxième phase, donc très rapidement, a abouti ensuite, à la fin de l'atelier, de cette grande soirée, au positionnement de citoyens ou d'élus sur le développement de ces projets, donc qui vont devenir des porteurs de projets par rapport aux solutions qu'on avait imaginées et qu'on accompagne sur la suite de l'aventure. Donc très rapidement, sur les enjeux, les enseignements, on voit que la place de l'acteur public tout au long de la démarche a été essentielle, à la fois sur l'impulsion de la démarche, mais aussi par la suite sur son portage, sur la communication, sur la mobilisation. Ça a été un rôle très clé dans la démarche, avec un enjeu quand même, qui était de passer du rôle de donneur d'ordre, qui est donc un mandataire de la démarche, à celui d'un contributeur actif. C'est-à-dire de ne pas orienter la démarche en réponse à ses enjeux ou sa perception, et de vraiment pouvoir se mettre au service de cette démarche dans le cadre d'un exercice d'intelligence collective. Donc c'est un enjeu de cadrage et de positionnement aussi, qui n'est pas toujours naturel pour un acteur institutionnel et qui se travaille en lien avec lui. Donc c'était un point intéressant à souligner. Le deuxième point, c'est ensuite de créer une dynamique collective qui soit positive. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les valeurs et les principes d'action. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir dépasser les intérêts de chacun. Pas de les ignorer, mais de pouvoir aller plus loin ensemble au service de ces objectifs. Donc voilà, une des pistes d'action qu'on a eues pour répondre à ces enjeux, c'était la création d'un comité d'appui
qui s'est réunie à 3 reprises au long de la démarche pour décider des différentes orientations qu'on allait pouvoir prendre, avec des profils très variés, encore une fois, acteurs publics, entreprises, qui permet de remettre le pouvoir au centre, de remettre le pouvoir de décision entre la main d'un collectif qui soit représentatif. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ou si on garde des questions pour après. Oui, c'est très clair, Anaïs, et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat questions, qui est à votre disposition, et on vous répondra aux questions éventuelles tout à l'heure à la fin des interventions. Et Anaïs, merci. Je retiens 3 points intéressants et qui font le lien, ce qu'a dit à la fois Charles Benoît et Vincent, c'est l'importance du diagnostic qui soit partagé. C'est la base de départ de cette mobilisation collective. Vous avez parlé aussi du cadre d'action qui renvoie notamment à la charte du Fer Alliance. C'est toujours très intéressant de partir d'un cadre d'intervention qui donne un peu les grands points d'attention. Et puis j'entends aussi un enjeu de posture, à la fois de l'acteur public, mais probablement pas que, puisque quand on parle de dynamique positive, ça veut dire que chacun doit changer de posture, ne pas regarder que soi-même, mais aussi voir les autres pour trouver les complémentarités. Donc ces enjeux de posture sont sûrement très intéressants à investiguer. Et c'est comme ça que je vais demander à Sylvie, Sylvie de Préter, qui est responsable de service attractivité et proximité au sein de la région Hauts-de-France et qui porte un grand programme qui s'appelle Rêve 3. Sylvie, je vous laisse nous en parler. Vous avez en fait la main sur les slides. Ah, d'accord. Sinon, vous me dites et puis je les passe. Ok, merci. Je les passe comment du coup? Si bon, je vais le faire. Hop, voilà. Merci. Moi, je vais me placer du coup sur un registre très en surplomb, on va dire, ou en incitation par rapport aux précédentes interventions, puisque l'échelle de la région, c'est quand même une échelle beaucoup plus éloignée de la proximité et des initiatives individuelles qui peuvent se poser. J'ai prévu un petit temps quand même pour vous parler de ce qu'est Rêve 3, parce que dit comme ça ne parle pas tout seul, et puis ensuite de zoomer sur la fin sur ce qu'on mène en particulier en direction et avec les dynamiques de territoire. Donc Rêve 3, c'est une ambition générale, un programme général qui est un peu le cap qui était dessiné tout à l'heure en introduction, le cap nécessaire. L'idée, c'est de s'attaquer à la transition énergétique en se fixant à l'échelle de 2050 la sortie de la dépendance aux énergies fossiles et une autonomie énergétique, c'est-à-dire en déprise par rapport à tout ce qui est énergie fossile sur tous les champs possibles, des mobilités, de la performance énergétique, des économies qu'on peut faire de sobriété à la fois sur les champs de l'alimentation, des mobilités, des comportements, etc. Et pour ce qui est effectivement de dépenses énergétiques nécessaires, d'ouvrir sur des ressources énergétiques locales et renouvelables. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire tout un programme engagé par la région, très intégré, de déploiement des filières nouvelles, de transformation des politiques régionales pour intégrer ces dimensions énergétiques et d'efficacité en particulier, de critérisation du coup d'autres politiques thématiques autour de ces questions-là, et puis d'embarquer un petit peu la transformation de l'économie autour et de l'emploi du coup autour de ces questions-là. C'est une approche qui au départ était relativement technologique, on va dire, et orientée entreprise, mais bien sûr, comme il s'agit d'une dynamique de changement, d'un changement de paradigme en fait dans les modes de fonctionnement, ça implique d'embarquer tous les acteurs et de les appliquer à différentes échelles, et d'où une ouverture à des dimensions territoriales et plus récemment à une ouverture à des dimensions plus citoyennes aussi. Et donc, vous pouvez passer à la diapo suivante, c'est du coup quelque chose qui émane qu'on a construit au départ avec un partenariat avec un économiste prospectiviste qui s'appelle Jérémy Rifkin, dont vous avez peut-être déjà vu le nom, mais qu'on a appliqué au territoire de la région avec ses stratégies.
Donc, avec les différents axes que je citais tout à l'heure, accompagner des filières stratégiques autour des nouvelles formes d'énergie, mais aussi de l'économie circulaire, de toutes sortes d'éléments liés aux nouveaux modèles économiques, des projets de territoire nouveaux, tout ce qui est formation et recherche et développement autour de ça. Je dis formation parce que du coup, ça implique aussi une évolution des métiers, des qualifications à toutes les échelles, de mobiliser des initiatives citoyennes. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur la proximité et le territoire. Et donc, le marqueur des politiques régionales, c'est la transformation, comme je disais, de toutes les politiques régionales. C'est quelque chose qui a été réaffirmé à l'occasion de l'adoption de la nouvelle feuille de route REF 3. Donc, la dynamique d'ensemble s'appelle REF 3, qu'on a reconduite là à l'occasion avec le nouveau mandat en juin de l'année dernière. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Et du coup, ça repose déjà au départ sur une dynamique collective, puisque vous parliez de collectif d'acteurs dans votre recherche, puisque c'est quelque chose qui a été mené conjointement depuis le début en 2013 entre la région et la Chambre régionale de commerce. Donc déjà, c'est un collectif en tant que tel, mais aussi notre manière d'intervenir dans les différents champs, dans ce cadre d'intervention-là, il repose énormément sur des collectifs. C'est-à-dire qu'on a monté des collectifs d'acteurs autour de chacune des filières. Donc j'en ai cité quelques-unes, mais le Corby c'est sur le bio, les biocarburants par exemple, Coresol sur le solaire, Corem sur l'électromobilité. Et donc en réunissant à chaque fois pour avancer et pour la recherche de solutions et pour les orientations générales, les acteurs de la filière, que ce soit en prescripteurs, aux fédérations professionnelles, la branche en règle générale, des entreprises de ces secteurs, pour avancer collectivement. Donc déjà, c'est quelque chose qui part de collectif. On a aussi, pour encadrer et avancer dans cette dynamique REF 3, un collectif d'universités qu'on a appelé UniREF 3, qui regroupe 36 universités de la région, grandes écoles, etc. Aussi pour de la recherche, des éléments de recherche croisés entre la recherche technologique, on va dire, et de la recherche plus autour de sciences sociales, puisque c'est lié à des changements de comportement. Et donc, ça nous paraissait très, très important. En direction des citoyens, on est parti en 2 étapes. La première étape qui était de cheminer avec une vingtaine de territoires qu'on a appelés démonstrateurs, qui ne sont pas forcément démonstrateurs au sens au top du sujet, mais c'est vraiment un cheminement qu'on a fait avec eux, de ceux qui étaient partants. Il y en avait qui étaient déjà avancés, d'autres qui étaient plus interrogatifs, d'autres qui ont pensé pragmatiquement que peut-être ça ouvrait droit à des nouvelles subventions et donc ils sont venus avec nous, et avec lesquels on a cheminé sur quel est le bon parcours pour intégrer ces dimensions de transition de manière efficace à l'échelle d'un territoire. Et puis, une deuxième phase à laquelle je vais revenir dans le deuxième temps de mon intervention sur la recherche d'un entraînement plus vaste à l'échelle des territoires, nos nouveaux élus dans le nouveau mandat ayant indiqué qu'ils souhaitaient que tous les territoires en gros soient démonstrateurs, qu'on ait un effet d'entraînement plus important. Et donc on essaye de se centrer sur l'innovation territoriale, mais vraiment au sens où vous l'avez proposé là en introduction. Et puis je vais finir un petit peu sur les 4 branches sur lesquelles on avance avant de revenir plus précisément sur ce qu'on fait en direction des territoires, mais en direction des citoyens plus récemment, un appui sur des réseaux thématiques qui peuvent aider, outiller, accompagner des démarches portées par des citoyens sur des diverses dimensions des transitions. Ça peut être des problématiques alimentaires, des problématiques de mobilité, enfin des problématiques par exemple qui ont été aussi proposées par la personne qui est intervenue avant moi. Tout ce qui peut motiver les gens, et puis dans la logique d'essayer de leur éviter de réinventer l'eau tiède chacun dans leur coin, on finance en fait une série d'acteurs thématiques à l'échelle régionale qui sont en capacité de construire les outils, construire des éléments de méthode et venir accompagner les différents projets. Et puis, on essaye d'identifier des collectifs, ce qui est à l'échelle d'une région, encore une fois, une gageure, parce que nous, on n'est pas vraiment dans la proximité. Il y a toutes sortes, finalement, d'initiatives telles que celle qui a été présentée en premier, par exemple, qui peuvent voir le jour et qui peuvent tout à fait nous échapper. Et donc, ça, c'est que ce soit à l'échelle d'un territoire ou à l'échelle de collectifs citoyens, c'est une difficulté pour nous. Et d'où cette recherche de repérage et de soutien et d'outillage à ces différents collectifs. Vous pouvez passer à la suivante.
Voilà, donc du coup, ça donne lieu à, donc dans mon service, à c'est dans mon service que sont animées plutôt les dimensions citoyennes et territoriales. Et donc, bon, je vous ai remis du coup l'intégralité de ce qu'on fait, mais du coup, on a une action dédiée autour de quelque chose qui est un cadre finalement assez construit, autour de l'écologie industrielle et territoriale. Je ne sais pas si vous voyez les uns les autres ce que c'est, mais donc c'est globalement à l'échelle d'une zone d'activité et probablement un peu plus largement au fil du temps, de rechercher les voies et moyens de rationaliser d'un point de vue énergétique le fonctionnement de cette zone. C'est-à-dire, ça peut passer par de la mutualisation de moyens entre les différentes entreprises sur le site, de la production d'énergie partagée, de faire en sorte que l'énergie ou la chaleur de l'un soit réutilisée par l'autre, que les déchets de l'un deviennent les matières premières de l'autre, d'étudier les mobilités sur ce territoire, d'étudier les approvisionnements aussi locaux, enfin des choses comme ça. Ça participe déjà de la construction de dynamiques territoriales autour des questions de transition. Et notre souhait, c'était d'aller au-delà de ce cadre-là pour chercher un peu à mobiliser de l'innovation territoriale au sens vraiment de ce que vous avez décrit les uns les autres, c'est-à-dire la dynamique, ce qui fait résilience, ce qui va soutenir et donner du coup de la solidité à toutes sortes de plus petites initiatives qui viennent d'un seul coup trouver leur place autour de ça et qui finalement peut se faire par différentes entrées, peut se faire par différents acteurs, peut se faire à différentes échelles et qui renvoie du coup et qui fait beaucoup évoluer le rôle et les attentes vis-à-vis des collectivités locales et de notre collectivité, la région, en termes de forme de soutien. Parce que l'idée, c'est de sortir un petit peu des fonctionnements de soutien et des dispositifs au sens verticaux, un peu en silo thématique, pour essayer de vraiment soutenir de l'innovation territoriale et de la résilience territoriale. Et donc, par différentes entrées, bon, j'en ai cité quelques-unes là qu'on avait déjà identifiées et qui sont cadrées par des dispositifs, type les mobilités, les changements de comportement en matière de mobilité, type l'alimentation, puisqu'il y avait déjà des choses et des initiatives territoriales autour de ça, pas forcément qu'on soutenait nous en tant que direction, mais la région par différents biais, par des entrées plus agricoles, etc., par des logiques, comme je disais tout à l'heure, de mobilité citoyenne, par des logiques d'attractivité du territoire. C'est par tous ces leviers-là qu'on essaye d'entrer dans les dynamiques territoriales ou d'essayer de trouver les voies et moyens de les soutenir. J'ai remis dans les différentes bulles des idées de dispositifs que je peux développer si vous souhaitez par la suite. Mais en fait, c'est dans l'étape d'après que je voulais, sur l'étape d'après que je voulais insister, si vous voulez bien du coup passer la diapo. Et donc voilà, du coup, ce qu'on cherche à faire maintenant, dans cette logique de deuxième étape sur les territoires, c'est comment on identifie des collectifs d'acteurs et comment on fait évoluer nos manières de faire pour le soutien au territoire. Et pour ça, dans des logiques de transition énergétique, hein, toujours. Et donc pour ça, on a décidé d'identifier des acteurs, des projets qui soient innovants en tant que tels, soit sur le fond du sujet abordé, mais ça devient de plus en plus rare, et surtout sur la manière d'entraîner les acteurs. Et pour ça, donc, deux jeux de collectifs, on va dire, c'est un collectif de sourcing de tous ces projets en interne de la région et de nos partenaires proches, c'est-à-dire les directions qui travaillent sur le soutien au plan climat, Air Énergie par exemple, les collègues qui animent les politiques territoriales au sens très large, pas seulement sur les transitions, les collectifs qui suivent les tiers-lieux dont il va être question, semble-t-il, dans votre prochain module, pour identifier de la ressource, des projets qui auraient échappé à nos radars et qui sont clairement positionnés dans ces logiques de résilience territoriale à partir des transitions et de voir avec eux deux choses, de voir avec eux comment on peut les aider. Parfois, c'est de la subvention, bien entendu, mais il y a d'autres formes de soutien. On s'aperçoit, en fait, en fonction des initiatives qui sont prises, qu'il y a des acteurs très divers qui prennent des initiatives et qui soit sont des entreprises en création,
soit sont des entreprises de l'ESS, mais qui recherchent d'autres moyens d'aide de la puissance publique par, je prends quelques exemples, mais la mise à disposition de locaux, au moins de manière temporaire, l'entrée dans du capital de sociétés de type SIC, enfin des choses auxquelles les collectivités ne sont pas habituées. Ça nous permet de les accompagner au plus près et de nous nourrir, nous, de comment on peut faire évoluer les dispositifs d'accompagnement régionaux, les nôtres au sein de la direction et au-delà, celles des collègues, des autres politiques thématiques. Le deuxième volet de ça, c'est une fois qu'on a identifié ces projets-là et qu'on les accompagne au mieux, c'est de construire avec elles les moyens de les caractériser, d'en tirer des éléments de méthode et de leçons et de partager ça à l'échelle des autres territoires pour, encore une fois, éviter que chacun réinvente l'eau tiède dans son coin, et puis pour donner d'autres idées, d'autres envies d'initiative aux autres territoires. Et du coup, comment on fait ça? On fait ça là aussi à travers nos collègues des autres politiques thématiques, ceux qui sont en contact et à l'animation des territoires au sens large, dont on se sert des réseaux, par exemple, je pense au réseau des PCAET, on se sert de ces réseaux-là existants comme chambre en fait d'écho à tout ce qui peut être fait d'intéressant. Et on remarque que ça aide aussi les territoires à réagir, enfin les acteurs des collectivités en particulier, à réagir à des formes d'initiatives auxquelles ils ne sont pas habitués à réagir. Et du coup, ça les aide aussi à faire évoluer leur propre rôle. C'est-à-dire, nous, ça nous fait évoluer sur notre rôle et nos dispositifs, mais des collectivités locales aussi peuvent, du coup, avoir de la ressource pour identifier comment recevoir telle initiative locale et comment se positionner différemment par rapport à ce qu'ils avaient fait autrefois sur de la recherche de locaux, de la coopération avec la communauté de communes d'à côté ou la commune d'à côté, enfin voilà, faire évoluer leur mode de faire. Par exemple, le département de l'Aisne récemment a fait évoluer ses dispositifs de manière à permettre l'entrée dans des sites locales quand ça s'y prêtait, dans des logiques de transition. Et donc, pour nous, c'est comment dire, très mouvant, c'est-à-dire c'est un dispositif qui est pas figé, pas classique au sens de ce que la région peut faire d'habitude avec problématique, solution, quoi, en gros, hein, c'est-à-dire problématique, dispositif qui va bien, critères d'intervention. C'est quelque chose qui est beaucoup plus mouvant et évolutif, l'idée étant justement de favoriser, de rester très ouvert à toute forme d'innovation collective. C'est ça l'idée, c'est-à-dire de rechercher, de sortir, de nous forcer à sortir des logiques de dispositifs classiques et de dispositifs en silo, et de rester ouvert du coup à ces modes, à ces innovations-là, de manière à être en réaction par rapport à l'objet et non pas de manière descendante. Et donc, comme c'est ce que je mets en fait dans ma dernière phrase, c'est que ça bouscule un petit peu à la fois notre rôle, nous, région, et celle des collectivités locales, et ce qu'on essaye de partager du coup avec nos collègues des collectivités locales. Alors du coup, j'ai pas d'éléments d'évaluation de ça pour le moment, puisque c'est quelque chose qu'on lance depuis cette année seulement. Et qui requiert, encore une fois, la structuration de collectifs déjà à l'interne de la région, et puis l'identification de projets très innovants correspondant à ce regard, en fait, à cette logique d'innovation par les acteurs et les coopérations. Mais on essaye de se doter au fur et à mesure en allant de capacité d'évaluation, c'est-à-dire de l'évaluabilité du tout, de manière à être en capacité nous-mêmes de voir si on tâtonne trop, si ça produit des avancées, etc. Je ne sais pas si du coup j'ai été très claire dans la mesure où on tâtonne, mais l'idée étant que ce qu'on a bien identifié dans la précédente période, c'est que il ne faut pas trop fermer, sinon on est sur de l'innovation technologique ou technique, c'est-à-dire un territoire va venir nous voir en disant mais moi j'ai sur mon église je vais mettre des panneaux solaires et c'est super innovant, etc. Et c'est pas ça qu'on cherche en fait. C'est vraiment de l'innovation dans la coopération et les dynamiques d'acteurs. Et on se rend compte que c'est dans des logiques de transition et de résilience des territoires, c'est ça qui fonctionne. Et donc c'est à ça qu'on essaie de s'adapter.
Merci beaucoup Sylvie. Et est-ce que c'est vous le point de contact si jamais on a des dynamiques qui pourraient être intéressantes pour la région? Tout à fait. Super. Alors, pour passer à la conclusion, je vais juste dire à Anaïs qu'il y a une question pour Social Cobiz, donc qui est dans le fil. Donc, si tu veux bien y répondre le temps que je termine juste l'intervention. Alors, sur le programme de diffusion, il y a deux choses. La première, c'est que pour ceux qui sont disponibles à 16h, je vous donne rendez-vous sur la page LinkedIn du Rameau, puisqu'on a un live de jeudi de DD17 où je vais présenter les catalyseurs et leur pratique. Donc, il suffit juste d'aller sur la page LinkedIn du Rameau et vous aurez une petite intervention de ma part d'une dizaine de minutes. Et puis, de toute façon, comme le rappelait Sylvie tout à l'heure, notre prochain rendez-vous de webinaire, c'est le 8 décembre. Et là, on terminera le cycle de faire ensemble projet de territoire et on traitera plus particulièrement les lieux et la gestion des lieux pour faire donc ensemble projet de territoire. Donc, une autre façon de concrétiser un projet collectif local. Merci à tous. Donc, je ne sais pas, Naïs, si tu as le temps de répondre. Oui, tout à fait. C'était le temps de la trouver. Donc, la question... Est-ce que les participants sont mobilisés uniquement pour les diagnostics ou pour résoudre les problèmes soulevés? Oui, du coup, les participants, ils sont mobilisés tout au long de la démarche, donc à la fois sur la partie diagnostic, puis sur la partie solution, et en dernier lieu, sur la partie de la grande soirée de créativité qui permet vraiment de modéliser les réponses pour aboutir à une ébauche de projet entrepreneurial, en tout cas, afin que ce projet trouve repreneur lors de cette soirée ou un peu plus tard dans les poursuites de conversation. Sur la question de la pérennité de leur implication, les participants sont ont le choix d'être recontactés ou non, en fonction aussi de leurs souhaits pour la suite de la démarche, donc d'être tenus informés de l'évolution des projets, mais aussi de continuer à se mobiliser en appui du projet ou en tant que porteur de projet aussi. Puis au-delà de la démarche en elle-même, c'est aussi une démarche qui est une démarche de rencontre et de décloisonnement qui permet en dehors des projets aussi, de rencontrer de nouvelles personnes, de créer des liens et de faire des échanges qui sont nourrissants aussi pour d'autres projets en parallèle et qui permettent de faire évoluer le territoire et de décloisonner les démarches qui sont menées, y compris celles qui ne font pas partie de territoires de solutions en propre. Merci Anaïs. Alors Vincent, il y a un petit mot pour vous de la part de Clara. Et Sylvie, il y a une question. Quels moyens humains dédiés à la coordination de REV 3? Et après, on terminera le webinaire. Alors, je réponds en premier ou... Oui, allez-y. Oui. Donc, REV 3, au global, on est quand même une équipe assez importante. On est à peu près 25, mais ça englobe la dimension transformation des politiques thématiques, les soutiens aux filières, les aspects évolution métier, tout ça. Et donc, sur la dimension territoriale au sens strict, on est 4. Okay. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos interventions. Et merci à tous les participants de nous suivre régulièrement, de leur fidélité et de leurs questions. On vous dit donc le 8 décembre prochain pour terminer l'année sur cette question de projet de territoire, de construire ensemble projet de territoire. Et d'ici là, on vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.